Soundiata Keïta, l'épopée mandingue. Première partie, la naissance et l'enfance du héros. Dans les vastes plaines du Mali, il y a bien longtemps, une histoire extraordinaire a pris naissance. Une histoire qui allait façonner le destin d'un empire et marquer à jamais la mémoire collective d'un peuple. C'est l'histoire de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali, dont l'épopée continue de résonner à travers les âges. Notre récit commence dans le royaume du Mandingue, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le roi Naré Magan Konaté régnait sur ces terres fertiles, mais une prophétie allait bientôt bouleverser le cours de son règne. Un jour, un chasseur mystérieux se présenta à la cour royale. Ce n'était pas un simple chasseur, mais un être doué de pouvoirs divinatoires. Il annonça au roi qu'un grand destin attendait son royaume, mais que ce destin serait accompli par un fils qu'il n'avait pas encore engendré. Le chasseur prophétisa que ce fils naîtrait d'une femme laide et bossue, mais qu'il deviendrait le plus grand roi que le Mandingue ait jamais connu. Intrigué et quelque peu sceptique, le roi Naré Magan écouta attentivement les paroles du devin. Peu de temps après, lors d'une cérémonie, le roi rencontra Sogolon Kondé, une femme qui correspondait exactement à la description du chasseur. Malgré son apparence peu avenante, le roi décida de l'épouser, convaincu que c'était elle qui donnerait naissance à l'enfant de la prophétie. Les mois passèrent, et Sogolon tomba enceinte. La grossesse fut difficile, marquée par des douleurs intenses et des complications. Lorsque le moment de l'accouchement arriva, tout le royaume retint son souffle. Après de longues heures de travail, Sogolon donna naissance à un garçon. Cependant, la joie fut de courte durée. L'enfant était difforme, incapable de se tenir debout ou même de s'asseoir. Ses jambes étaient si faibles qu'il ne pouvait que ramper sur le sol. Le roi, déçu mais fidèle à la prophétie, nomma l'enfant Soundiata, ce qui signifie le lion affamé. Malgré son handicap, Soundiata grandit entouré de l'amour de sa mère et de la protection de son père. Cependant, la vie à la cour n'était pas facile pour le jeune prince. Ses demi-frères, en particulier Dankaran Touman, le fils de la première épouse du roi, se moquaient constamment de lui. Ils le surnommaient Mari Djata, ce qui signifie le seigneur lion hippopotame, se moquant de sa corpulence et de son incapacité à marcher. Mais Soundiata n'était pas un enfant ordinaire. Malgré son handicap physique, il faisait preuve d'une intelligence et d'une détermination hors du commun. Il passait des heures à observer le monde qui l'entourait, à écouter les histoires des griots et à apprendre les traditions de son peuple. Sa mère, Sogolon, était son plus grand soutien. Elle croyait fermement en son fils et en la prophétie qui annonçait sa grandeur future. Les années passèrent, et Soundiata atteignit l'âge de 7 ans sans avoir fait un seul pas. Le royaume commençait à douter de la prophétie, et les moqueries à l'encontre du jeune prince s'intensifiaient. Un jour, poussé à bout par les railleries incessantes, Soundiata prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il demanda à sa mère de lui apporter une barre de fer forgée par le forgeron royal. Sous les yeux ébahis de la cour, Soundiata saisit la barre de fer et, dans un effort surhumain, se mit debout. La barre se plia sous la force de sa volonté, mais Soundiata resta droit, défiant toutes les attentes. Ce jour-là, il ne fit pas seulement ses premiers pas, il marcha, courut et sauta, comme s'il rattrapait toutes les années perdues en un instant. Cet événement miraculeux marqua un tournant dans la vie de Soundiata et dans l'histoire du Mandingue. Le jeune prince, autrefois moqué et sous-estimé, devint rapidement une source d'inspiration pour son peuple. Sa force physique extraordinaire n'avait d'égal que sa sagesse et sa compassion. Il passait des heures à écouter les anciens, à apprendre l'art de la guerre et les subtilités de la diplomatie. Cependant, le destin de Soundiata allait bientôt prendre un tournant inattendu. Le roi Naré Magan, sentant sa fin approcher, décida de désigner son successeur. Contre toute attente, et malgré la prophétie, il choisit Dankaran Touman, le fils de sa première épouse, pour lui succéder. Cette décision plongea le royaume dans la confusion et sema les graines d'un conflit qui allait bientôt éclater. Peu après la mort du roi, Dankaran Touman, jaloux de la popularité croissante de Soundiata, commença à comploter contre son demi-frère. Il craignait que le peuple ne se tourne vers Soundiata comme véritable héritier du trône. Avec l'aide de sa mère, il orchestra une série d'événements visant à discréditer et à éliminer Soundiata. Sentant le danger qui pesait sur son fils, Sogolon prit la décision déchirante de quitter le royaume avec Soundiata et ses autres enfants.
Ainsi commença l'exil de celui qui était destiné à devenir le plus grand roi du Mandingue. Soundjata, sa mère et ses frères et sœurs quittèrent leur terre natale, emportant avec eux l'espoir d'un retour triomphal et la promesse d'un destin extraordinaire. Alors qu'il s'éloignait du palais, Soundjata jeta un dernier regard sur le royaume qu'il avait vu naître. Il fit le serment solennel de revenir un jour pour accomplir son destin et unifier son peuple. Ainsi commença le long voyage de Soundjata, un voyage qui allait le mener à travers de nombreux royaumes, forger son caractère et le préparer à son rôle de leader visionnaire. Deuxième partie, l'exil et le retour triomphal. L'exil de Soundjata et de sa famille les conduisit à travers de nombreux royaumes d'Afrique de l'Ouest. Chaque étape de ce voyage forcé était une leçon, une opportunité pour le jeune prince d'apprendre et de grandir. Dans chaque royaume où il trouvait refuge, Soundjata observait attentivement les coutumes, les traditions et les systèmes de gouvernance. Il absorbait la sagesse des anciens, écoutait les récits des griots et s'imprégnait des différentes cultures qu'il rencontrait. Pendant ce temps, au Mandingue, le règne de Dankarantouman s'avérait désastreux. Le jeune roi, inexpérimenté et arrogant, négligeait les besoins de son peuple et s'aliénait ses alliés. Pire encore, il était incapable de protéger le royaume contre les menaces extérieures, notamment celle du redoutable Soumoro Kanté, le roi sorcier de Sosso. Soumoro Kanté était un monarque cruel et puissant, réputé pour ses pouvoirs magiques et sa soif insatiable de conquête. Il avait déjà soumis de nombreux royaumes voisins et tournait maintenant son regard avide vers le Mandingue. Dankarantouman, effrayé par la puissance de Soumoro, choisit la soumission plutôt que la résistance. Il envoya sa propre sœur, Nanatriban, comme offrande de paix à Soumoro, espérant ainsi apaiser le roi sorcier. Mais la soumission de Dankarantouman ne fit qu'encourager Soumoro. Le roi de Sosso envahit le Mandingue, semant la terreur et la destruction sur son passage. Le peuple du Mandingue, opprimé et désespéré, se souvint alors de la prophétie concernant Soundjata. Des émissaires furent envoyés dans tous les royaumes voisins pour retrouver le prince exilé et le supplier de revenir sauver son peuple. Soundjata, qui avait maintenant atteint l'âge adulte, reçut la nouvelle de la détresse de son peuple avec un mélange de tristesse et de détermination. Il savait que le moment était venu d'accomplir son destin. Avec l'aide des alliés qu'il s'était fait pendant son exil, il commença à rassembler une armée. Le retour de Soundjata au Mandingue fut accueilli avec une joie immense par le peuple. Sa réputation de force et de sagesse l'avait précédé, et de nombreux guerriers se rallièrent spontanément à sa cause. Même son demi-frère Dankarantouman, reconnaissant son incompétence face à la menace de Soumoro, abdiqua en faveur de Soundjata. Cependant, la tâche qui attendait Soundjata était loin d'être facile. Soumoro Kanté était un adversaire redoutable, non seulement à cause de sa puissance militaire, mais aussi en raison de ses pouvoirs magiques supposés. On disait qu'il était invulnérable aux armes ordinaires et qu'il pouvait se transformer en animal à volonté. Soundjata, conscient qu'il ne pouvait pas vaincre Soumoro par la seule force des armes, chercha un moyen de contrer les pouvoirs magiques du roi sorcier. C'est alors que sa sœur, Nanatriban, qui avait réussi à s'échapper de Sosso, lui révéla le secret de la vulnérabilité de Soumoro. Seule une flèche munie d'un ergot de coq blanc pouvait blesser le roi sorcier. Armé de cette connaissance, Soundjata prépara soigneusement sa stratégie. Il envoya des espions dans le camp de Soumoro pour recueillir des informations sur ses mouvements et ses plans. En même temps, il renforça son armée, formant ses soldats non seulement au combat, mais aussi à la discipline et à l'unité. La confrontation finale entre Soundjata et Soumoro eut lieu à Kirina, une plaine située entre le Mandingue et le royaume de Sosso. La bataille qui s'ensuivit fut épique, mêlant prouesse martiale et duel magique. Soundjata, monté sur son cheval de guerre, menait ses troupes avec bravoure et intelligence, esquivant les attaques magiques de Soumoro tout en cherchant une ouverture pour utiliser sa flèche spéciale. Le combat dura plusieurs jours, les deux armées s'affrontant avec acharnement. Mais peu à peu, la stratégie de Soundjata commença à porter ses fruits. Ses troupes, mieux organisées et plus motivées, gagnaient du terrain. Finalement, Soundjata réussit à acculer Soumoro et, dans un moment décisif, décocha sa flèche munie de l'ergot de coq blanc. La flèche atteignit Soumoro, brisant son invulnérabilité. Le roi sorcier, blessé et affaibli, fut contraint de fuir le champ de bataille. Ses troupes, voyant leur chef vaincu, se dispersèrent dans la confusion.
La victoire de Soundiata était totale. Après la bataille de Quirina, Soundiata poursuivit Soumoro jusqu'à ce que celui-ci disparaisse mystérieusement dans les montagnes de Koulikoro. Avec la défaite du roi sorcier, le chemin était ouvert pour Soundiata pour unifier les royaumes de la région sous sa bannière. Le couronnement de Soundiata comme empereur du Mali marqua le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest. Il établit sa capitale à Niani et commença à mettre en place les structures qui allaient faire du Mali l'un des plus grands empires de l'histoire africaine. L'une des premières actions de Soundiata fut de convoquer une grande assemblée à Kurukan-Fuga. Là, en présence des représentants de tous les clans et royaumes nouvellement unifiés, il proclama la charte de Kurukan-Fuga, un ensemble de lois et de principes qui allaient régir l'empire. Cette charte, transmise oralement de génération en génération, est considérée comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme dans l'histoire. La charte de Kurukan-Fuga établissait des principes fondamentaux tels que le respect de la vie humaine, l'égalité devant la loi, la protection des faibles et la répartition équitable des ressources. Elle définissait également les rôles et les responsabilités des différents groupes sociaux, assurant ainsi une cohésion sociale et une stabilité politique. Sous le règne de Soundiata, l'Empire du Mali connut une période de paix et de prospérité sans précédent. Le commerce fleurit, avec l'or et le sel comme principales marchandises. Les villes de Tombouctou et Djenné devinrent des centres de savoir et de culture, attirant des érudits de tout le monde musulman. Soundiata encouragea également les arts et la culture. Les griots, gardiens de la tradition orale, occupaient une place d'honneur dans sa cour. C'est grâce à eux que l'histoire de Soundiata, son épopée, a pu traverser les siècles et continuer à inspirer les générations futures. Ainsi, Soundiata Keïta, l'enfant handicapé devenu le plus grand roi de son temps, avait accompli la prophétie. Il avait unifié le Mandingue, vaincu le redoutable Soumoro, et posé les fondations d'un empire qui allait dominer l'Afrique de l'Ouest pendant des siècles. Son règne marqua le début d'une ère de paix, de prospérité et de rayonnement culturel pour son peuple. Le règne de Soundiata dura plusieurs décennies, pendant lesquelles il consolida son empire et établit des relations diplomatiques avec les royaumes voisins. Il était réputé pour sa sagesse, sa justice et sa capacité à résoudre les conflits de manière pacifique. Sous son règne, l'Empire du Mali s'étendit sur un vaste territoire, englobant une grande partie de l'Afrique de l'Ouest actuelle. Soundiata mourut vers 1255, laissant derrière lui un héritage durable. Son fils Mansa Ouli lui succéda, continuant l'œuvre de son père et préparant le terrain pour l'âge d'or de l'Empire du Mali sous le règne de Mansa Musa au siècle suivant. L'histoire de Soundiata Keïta, de sa naissance miraculeuse à son règne glorieux, est devenue une épopée centrale dans la culture mandingue. Transmise oralement par les griots de génération en génération, elle continue d'inspirer et d'enseigner des valeurs de courage, de persévérance et de leadership. Aujourd'hui, Soundiata Keïta est considéré comme l'un des plus grands héros de l'histoire africaine. Son épopée est enseignée dans les écoles, célébrée dans les arts et la littérature, et reste une source de fierté pour les peuples d'Afrique de l'Ouest. La charte de Kurukan-Fuga, qu'il a proclamée, est reconnue par l'UNESCO comme un trésor du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Troisième partie, l'héritage de Soundiata et son impact sur l'histoire africaine. L'héritage de Soundiata Keïta s'étend bien au-delà de son règne et continue d'influencer la culture, la politique et la société en Afrique de l'Ouest jusqu'à nos jours. Son impact sur l'histoire africaine est profond et multifacette, touchant divers aspects de la vie sociale, politique et culturelle. L'un des aspects les plus durables de l'héritage de Soundiata est la structure politique et sociale qu'il a mise en place. L'Empire du Mali, qu'il a fondé, est devenu un modèle de gouvernance pour de nombreux royaumes africains qui ont suivi. Le système de gouvernance décentralisé, où les chefs locaux conservaient une certaine autonomie tout en étant soumis à l'autorité centrale de l'empereur, a permis de maintenir la stabilité dans un vaste empire multiethnique. La charte de Kurukan-Fuga, proclamée par Soundiata, reste un document d'une importance capitale dans l'histoire juridique africaine. Cette charte, qui établissait les droits et les devoirs des citoyens, ainsi que les principes de gouvernance, est considérée comme l'une des premières constitutions au monde. Elle abordait des questions telles que la protection de l'environnement, les droits des femmes et la résolution pacifique des conflits, des concepts étonnamment modernes pour l'époque. Sur le plan économique, les politiques de Soundiata ont jeté les bases de la prospérité de l'Empire du Mali. Il a encouragé le commerce transsaharien, faisant du Mali un acteur majeur dans le commerce de l'or,
du sel et d'autres marchandises précieuses. Les villes de Tombouctou et Djenné sont devenues des centres commerciaux et intellectuels de renommée mondiale, attirant des marchands et des érudits de tout le monde musulman. L'impact culturel de Soundjata est tout aussi significatif. Son règne a vu l'émergence d'une riche tradition artistique et littéraire. Les griots, ces gardiens de l'histoire orale, ont joué un rôle crucial dans la préservation et la transmission de l'épopée de Soundjata. Cette tradition orale a non seulement permis de conserver l'histoire de Soundjata, mais a également contribué à la richesse culturelle de toute l'Afrique de l'Ouest. L'épopée de Soundjata elle-même est devenue un pilier de la littérature africaine. Elle a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de la musique à la danse en passant par la littérature moderne. Des écrivains comme Djibril Tansirnian ont adapté l'histoire pour un public contemporain, permettant à de nouvelles générations de découvrir et d'apprécier ce récit fondateur. Sur le plan religieux, bien que Soundjata lui-même n'ait pas été musulman, son règne a coïncidé avec la propagation pacifique de l'islam en Afrique de l'Ouest. L'Empire du Mali est devenu un exemple de coexistence pacifique entre les pratiques traditionnelles africaines et l'islam. Cette tradition de tolérance religieuse a perduré dans de nombreuses parties de l'Afrique de l'Ouest. L'impact de Soundjata sur l'histoire africaine se reflète également dans la façon dont son héritage a été préservé et célébré par les institutions internationales. En 2009, l'UNESCO a inscrit la charte de Curucan Fuga sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, reconnaissant ainsi son importance universelle. De plus, l'héritage de Soundjata continue d'influencer la recherche historique et anthropologique sur l'Afrique. Les chercheurs étudient l'épopée de Soundjata non seulement pour sa valeur historique, mais aussi pour comprendre les structures sociales, les systèmes de croyances et les traditions culturelles de l'Afrique de l'Ouest précoloniale. Dans le domaine des arts, l'influence de Soundjata reste forte. Des musiciens contemporains s'inspirent de son histoire pour créer de nouvelles œuvres, fusionnant souvent les styles traditionnels avec des genres modernes. Des artistes visuels continuent de représenter Soundjata et les scènes de son épopée dans leurs œuvres, perpétuant ainsi sa mémoire visuelle. En conclusion, l'héritage de Soundjata Keïta est un témoignage de la façon dont un seul individu peut façonner l'histoire d'un continent. Son impact se fait encore sentir aujourd'hui, des salles de classe aux salles de concert, des tribunaux aux galeries d'art. L'épopée de Soundjata reste une source inépuisable d'inspiration, de fierté et d'enseignement pour les générations actuelles et futures, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime pour m'encourager à produire du contenu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me suggérer des idées de vidéos.